Cet épisode vous est rendu possible par Eneco Formation. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis très heureux de vous partager ce partenariat. Si comme moi vous n'avez aucune idée de comment créer des sites web, comment brander votre contenu, comment valoriser votre marque, ou par exemple comment augmenter votre visibilité, vous allez adorer Eneco Formation. En gros, c'est une école digitale qui propose des formations 100% gratuites, 100% en ligne, qui est soutenue par la BPI, donc par le gouvernement en fait, et sans aucun dossier à remplir. Parmi les programmes, vous allez retrouver marketing digital, réseaux sociaux, création de sites web, ou par exemple intelligence artificielle. Pour plus de détails, je vous laisse cliquer sur le lien juste en dessous, eneco-formation.fr. Mais à présent, mes petites beautés, on est parti pour l'épisode. Ah là là, l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode très spécial pour moi aujourd'hui. Bonjour à tous, salut mes petites beautés, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur un nouvel épisode de Système. Je suis très heureux de vous retrouver évidemment, mais aujourd'hui, on va faire un épisode très spécial puisque je vais vous raconter une histoire qui est extrêmement personnelle, mais ô combien pleine d'apprentissage. C'est un chapitre de ma vie qui a vraiment façonné qui je suis en tant que personne, homme, etc. On va remonter le temps et plonger dans mon passé de karatéka. Ça fait très longtemps que j'ai envie de vous faire cet épisode. Ça fait longtemps que je l'ai dans ma hotte du Père Noël. Et je peux vous assurer que c'est pas un épisode hors série, mais ça mérite, ça mérite, en fait, cet épisode-là, cette histoire que je m'apprête à vous raconter, ça a été, je pense, l'histoire qui a été la plus formatrice sur qui je suis aujourd'hui. Et donc, je parle assez rarement de cette partie de ma vie. J'en ai rapidement parlé dans l'épisode avec Geoffrey, où je me suis fait interviewer, donc premier épisode de la saison. Mais le karaté, ça a été une énorme partie de ma vie, parce que j'ai commencé le karaté à 5 ans et demi. Je suis ceinture noire, 2e dan, quasiment 3e dan. Donc, ça veut dire 2 niveaux au-dessus de la ceinture noire. Je suis arbitre régional de karaté. J'ai été professeur de karaté diplômé. Et en fait, j'ai tout donné pour ce sport pendant 15 ans. C'est un sport qui m'a... Alors sport, je dis sport, mais en fait c'est une erreur. C'est un art martial qui est très différent, qui m'a formé, qui m'a inculqué des valeurs, qui m'a énormément, mais alors énormément apporté. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager comment un seul combat, et donc évidemment il y a plein de choses autour, a transformé ma vision de la vie, ma vision des choses, de la persévérance, de la détermination. C'est un véritable shonen que je vais vous raconter aujourd'hui, mes petits potes. J'espère que ça va vous plaire. Encore une fois, prenez un bon thé, un petit café s'il est avant midi. Prenez votre carnet de notes et laissez-vous porter parce que aujourd'hui, je prends ma casquette de père PE et non pas père Castor pour vous raconter un petit peu cette histoire qui est digne d'un vrai shonen, honnêtement. Je suis très heureux de vous parler de cet épisode et on va pouvoir directement attaquer du coup. Imaginez affronter un rival naturellement doué qui a toujours eu l'ascendant sur vous, non seulement physiquement mais aussi psychologiquement. Un adversaire qui vous bat systématiquement au point de vous faire douter de vos propres capacités. Comment est-ce que vous réagiriez? Est-ce que vous préférez choisir d'abandonner ou plutôt est-ce que vous décideriez de tout donner pour renverser la situation? Dans cet épisode, je vais vous raconter comment j'ai transformé une défaite humiliante en la plus grande victoire de toute ma vie. Et je vous dis une défaite, mais en fait, c'est plusieurs défaites. Comment, grâce à un entraînement acharné, grâce à une détermination sans faille, j'ai réussi à surmonter mes peurs et à transformer ces peurs en l'atteinte d'un objectif. On va parler de plusieurs choses, notamment de mon engagement dans le karaté depuis que je suis tout petit, dans ma rivalité avec Maxime, du coup. Je ne sais pas si tu écoutes cet épisode, Maxime. Il y a peu de chance, mais quand même, ça serait assez légendaire. Donc Maxime, qui était un adversaire assez redoutable. Comment j'ai surmonté les obstacles et je vous spoil pas l'issue du combat, du coup. Et évidemment, les leçons que j'ai tirées de ce combat, de cette expérience, de ce vers quoi je me suis dirigé pendant toute cette expérience. Et comment, en fait, ce combat a influencé ma vie. Donc, je vous conseille de vous accrocher puisque cet épisode est riche en émotions. Et c'est très significatif si vous voulez en connaître plus sur moi, sur qui je suis aujourd'hui. Et en fait, on va attaquer, les gars. On va attaquer.
Franchement, à l'époque, je savais que c'était un combat important, mais je ne pensais pas que ça serait un combat qui serait aussi important dans la construction en tant qu'homme et en tant qu'adulte, tout simplement. Et donc, je vous laisse savourer cette belle histoire. Je vous laisse vous installer confortablement, prendre un café, un thé, ce que vous voulez, et on va plonger ensemble dans cette aventure au cœur du tatami. Pour bien comprendre l'importance de ce combat, je vous raconte un petit peu le contexte et d'où je viens. Hop hop hop, je vous arrête une seconde, cet épisode vous est rendu possible par Système Diète. Tu as l'impression que toutes les informations sur la nutrition se contredisent, tu as testé déjà plein de diètes, de keto, paléo, jeûne, etc. Mais rien n'a fonctionné comme tu le voulais. Tu penses qu'il faut choisir entre profiter de la vie ou avoir un corps qui te plaît, et tu te dis probablement que pour atteindre ton objectif, tu dois soit te priver, soit te frustrer, ou au contraire manger énormément. Laisse-moi te dire que c'est faux. Le problème, c'est pas toi, c'est simplement le système que tu as mis en place. C'est exactement pour ça qu'on a créé Système Diète. Système Diète, c'est un accompagnement sur mesure qui te permet de créer ton propre système de manière 100% personnalisée. C'est absolument pas une diète de plus, c'est plutôt une approche qui s'adapte à ton rythme, à tes ambitions, à tes objectifs et tes contraintes. On n'a pas de recette miracle, pas de régime rigide. L'idée, c'est de t'aider à optimiser ta nutrition, ton sommeil, ton énergie, ton équilibre mental, hormonal, etc. Le lien est dans la description juste en dessous. J'ai hâte de t'accompagner vers la meilleure diète et surtout la dernière diète de ta vie. Et maintenant, on retourne à l'épisode. Le karaté et moi, c'est une histoire qui a commencé quand j'avais à peine 5 ans, donc j'étais tout petit quoi. Je me souviens encore, j'avais testé le judo à l'époque et ça m'avait pas du tout plu parce que c'était le bazar dans le cours, etc. Je suis allé sur le premier cours de karaté et en fait, moi, je voulais faire comme dans Dragon Ball Z parce que j'avais acheté une cassette à l'époque. Mon grand-père m'avait acheté une cassette que je regardais en boucle. C'était l'arc de Boo, pour ceux à qui ça parle, de Dragon Ball Z. Et je voulais faire exactement pareil, donner des coups de poing, des coups de pied. Et il y a plein de trucs que j'ai trop kiffé. L'odeur du tatami, les kiai qui résonnent parce que le kiai, c'est le moment où on crie parce qu'on donne toute l'énergie, qui résonne dans le dojo, les kimonos blancs. Il y a plein de choses comme ça. L'odeur du kimono aussi, qui est juste déballé. Enfin voilà, il y a plein de souvenirs comme ça en y repensant qui ressurgissent. Et dès le premier instant où je suis allé au karaté, je savais que c'était exactement ce que je voulais. Euh, et du coup, j'en ai fait une grande part de ma vie, une part essentielle de ma vie, jusqu'à mes un peu plus de 20 ans, du coup. Vous le savez, du coup, j'ai atteint le niveau maximum que je considère en tout cas être le maximum. J'étais au mieux classé 7e national, en kata exactement. Et donc, en fil des années, j'ai continué. J'ai toujours fait de la compétition depuis que je suis tout petit. Et donc, j'ai continué à progresser en karaté. Je me suis engagé de plus en plus, donc en tant qu'arbitre, en tant que coach, donc de prof, etc., etc. J'ai gravi évidemment les échelons de demi-ceinture par demi-ceinture comme je pouvais, en passant les ceintures les unes après les autres, avant de devenir ceinture noire. Du coup, deuxième dan officiellement. J'avais commencé à passer ma troisième dan, mais je l'ai pas terminé. Et donc, c'était évidemment une immense fierté. Je me rappelle des souvenirs où je coachais les plus petits. Donc, j'avais les 6-9 ans. Et c'était la première expérience pédagogique que j'ai pu avoir. Et je me rappelle encore très bien de plein de petits qui doivent être adultes maintenant. Et donc, ça fait un peu bizarre, mais pour autant, ouais, qui sont adultes effectivement maintenant. Ça fait bizarre, mais pour autant, c'était trop cool en fait de pouvoir les accompagner. Euh, je me rappelle que je récupérais un cours où en fait ils faisaient plus de jeux que de karaté. Je leur ai vraiment appris leur premier cours de karaté. Et donc il y a ce côté sport évidemment, mais il y a aussi ce côté martial avec la discipline, le respect du professeur, tout un tas de valeurs qui sont aujourd'hui évidemment hyper importantes pour moi. Et donc vous l'avez compris, ça c'était pour vous donner du contexte, mais le karaté c'était une grande part de ma vie. Il y avait les compétitions qui étaient mon terrain de jeu depuis que j'étais tout petit. J'étais toujours bien classé, je faisais toujours top 3 département et régional, voire la plupart du temps premier en département et région. C'était par catégorie de poids, je faisais beaucoup de combats à l'époque. Et donc chaque tournoi, c'était l'occasion de se mesurer aux autres, évidemment, et de repousser un peu mes limites, tu vois, de se dire qu'est-ce que je pouvais mettre en place comme nouvelle stratégie, est-ce qu'on allait se taper sur la tête, etc., quoi. Pour ceux à qui ça parle pas, le karaté, c'est à la touche. C'est comme un escrime, c'est le premier qui touche à gagner. Donc c'est un sport extrêmement explosif où on sautille, on déclenche le plus vite possible les techniques. Et donc avec le karaté, ça m'a tellement, tellement, tellement apporté. Et ça m'a appris évidemment la discipline, le respect, l'humilité. Ça a façonné mon caractère. Ce côté un peu posé où aujourd'hui je suis vraiment tranquille, un peu et pas sanguin, où je réfléchis, je réagis jamais vraiment à chaud, etc. C'est exactement le karaté qui m'a appris ça. Le côté où se dit, il y a
je préfère éviter le combat plutôt que de rentrer dans le combat. Bah, ça, c'est le karaté qui m'a appris bizarrement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc c'était clairement plus qu'un un sport pour moi, c'était vraiment une philosophie de vie et un vrai art martial, quoi. C'était une grande partie de mon existence. Et puis, dans ces compétitions, il y avait un Maxime, du coup. Maxime, c'était mon rival de toujours. Heu, à force de faire des compétitions, on était dans des catégories de poids qui étaient différentes. Donc moi, j'étais toujours dans les lourds et lui un peu plus léger à l'origine. Nos mères, évidemment, à force se rencontraient, parlaient, et cetera. On se connaissait depuis des années, mais on n'était jamais dans les mêmes catégories de poids. Et en fait, on se respectait, mais bah, sur le tatami, c'était la guerre, quoi. On était, concurrents, quoi, adversaires. On était partenaires, mais aussi adversaires. Et donc en fait, il était très différent de moi parce qu'il était naturellement doué. Heu, il avait, des grandes jambes, sachant que quand au karaté, on met, des coups de pied à la tête, on marque 3 points au visage. C'est 3 points et c'est le maximum de points qu'on peut marquer d'un coup. Et donc 3 points, c'est un combat en faut qu'il y ait soit 8-0 ou alors, 8 points d'écart. On peut avoir, par exemple, 12 à, 4. Voilà, dès qu'il y a 8 points d'écart entre les 2 adversaires, si le temps n'est pas terminé, alors le combat s'arrête. Donc 3 points, c'est beaucoup. C'est plus d'un tiers des points maximum qu'il faut noter. Donc c'est vraiment beaucoup. Il avait des grandes jambes, du coup, donc forcément une explosivité qui était ahurissante. Et du coup, compte tenu du fait que les coups de pied, c'est ce qui est le plus valorisé en termes de points, bah, c'était un avantage compétitif concurrentiel qui était monstrueux, quoi. Moi, à l'opposé, j'étais vraiment le bosseur. C'est-à-dire que, bah, vous le savez, je suis assez lourd d'origine et pas très grand, 1,74 m. Et donc, j'avais pas de compétences particulières, pas de compétences innées. J'étais pas le mec qui avait un truc secret qui était naturellement là depuis le début. Euh, et j'avais pas de prédisposition, on va dire, incroyable. Contrairement à un sport où comme le crossfit, par exemple, où je pense que j'ai plus de prédisposition pour le crossfit. Mais je compensais globalement, comme d'habitude, par une éthique de travail à toute épreuve, avec une détermination qui était toujours là depuis que je suis petit. Et c'est ce qui m'a appris, en fait, la notion de travail, la notion de toujours bosser un peu plus que les autres pour arriver au même résultat. Et en fait, aujourd'hui, j'en suis content d'avoir ça parce que, avec le recul, c'est ce qui m'a donné la discipline de réussir en prépa, de bosser, de savoir bah, comment mettre en place euh, des plans d'action et puis bosser plus que les autres pour arriver à des meilleurs résultats, quoi. Mais du coup, grosso modo, pour arriver au même résultat, ou à peu près au même résultat, je devais passer 1000 fois plus d'heures au dojo, répéter des techniques, peaufiner des mouvements, enfin voilà, bosser, 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 quoi. Et le pire, c'est que euh, comme on avait des noms de famille qui commençaient par B, tous les deux, lui par BA et moi par BR, et que comme dans les compétitions départementales ou régionales, on était classé par ordre, en fait, BR contre BA, c'est, enfin voilà, dans l'ordre alphabétique, ils nous répartissaient adversaire contre adversaire. Et ben en fait, lors des compétitions, j'étais systématiquement l'un contre l'autre au premier tour. Donc, je vous laisse imaginer évidemment ma frustration, puisque à chaque fois au premier tour, je me faisais battre par cette personne-là, quand à partir du moment où on a été dans les mêmes catégories de poids. Euh, donc c'était hyper relou parce que le troisième, quatrième, cinquième, sixième était largement moins fort que moi. Et pourtant, comme je tombais contre lui au premier tour, bah en fait, par définition, j'étais disqualifié pour la suite, quoi. Alors, je pouvais plus continuer la suite puisque j'avais perdu. Donc j'avais trop le seum. J'avais trop le seum parce que tant que je suis tombé contre lui, bah en fait, premier tour, c'était terminado, quoi. Euh, et Maxime, il avait aussi pris, et ça c'est un vrai problème, c'est qu'il avait pris l'ascendant psychologique sur moi. À l'époque, je me rappelle, on discutait sur MSN, pour vous dire. Ça date un petit peu. Et donc en fait, il se gênait pas pour me taquiner, pour me mettre en avant que le fait qu'il a des jambes exceptionnelles. Ouah, j'ai de la chance, moi j'ai des super jambes, etc. Je les aime, mes jambes, blablabla, il disait des trucs comme ça. Et donc forcément, moi, ça me mettait la presse, quoi. Même si je disais que non à l'époque, je me rappelle, je disais ça me faisait rien et qu'il était sympa, mais en fait, non, quoi. Forcément, ça devait impacter ma peur, je pense, même tout simplement. Euh, il en rajoutait des tonnes, quoi, pour me faire sentir la pression, etc. Et donc je doutais forcément de ma capacité à le battre, puisque de base il me battait pas. Enfin, il me battait tout le temps. Donc moi je le battais pas, et donc forcément ça me faisait me poser plein de questions, quoi. Et je me souviens, et c'est là où on va commencer à rentrer dans les hostilités. Je me souviens, il y a une compétition où je fais un combat où je passe vraiment à côté de mon combat. Et là, en fait, il me bat pas un petit peu, il me met un 8-1. Le combat s'arrête.
terminé, je perds 8-1 contre Maxime et je crois que même, en fait, avec le recul, je crois que même que c'était un peu plus que ça. Parce que quand on est à 8, il y a que 7 points d'écart. Donc si on me remet un coup de pied à la tête, par exemple, on perd 11-1. Vous voyez ce que je veux dire? Donc plus 3 points, donc ça fait un écart de 10 points. Donc c'est le plus grand écart qui existe. Hem Et donc, en gros, là, il me met 8-1, je crois, de mémoire, mais voilà, c'est donc le score maximal. Et donc c'est vraiment une réelle humiliation pour moi et un moment où je me dis: «Je passe à côté du combat» et à un moment donné où je suis prêt à baisser les bras, à me dire: «Ah putain, j'y arriverai jamais, quoi». Trop le seum. Après le combat, je passe à côté de son entraîneur, monsieur Rivas. Et cette personne-là, c'était vraiment une personne, avec qui j'avais beaucoup de mal. Un peu à l'ancienne, mais qui surprotégeait un petit peu ses disciples, on va dire. Ce que je peux comprendre parce que c'était un peu le grand-père, quoi, qui faisait attention à ses disciples, quoi. Et en fait, il est à côté de moi, il me regarde dans les yeux et il me dit: «Il y a pas de honte à perdre contre Maxime, parce que tu perds contre un guépard et pas contre une chèvre». Hem Et sur le moment, je me dis: «What the fuck? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire, quoi?» Et en fait, je savais pas si c'était pour me réconforter ou pour me dire que de toute façon, moi, je le battrai pas, quoi. J'arriverai jamais à le battre. Il me i Exactement, la formulation, c'était ça. C'était: «De toute façon, Pierre-Emmanuel, tu le battras jamais Maxime, ça sera impossible parce que tu te bats contre un guépard et pas contre une chèvre, donc tu pourras jamais le battre, c'est impossible». Et en fait, ça m'a fait péter un câble intérieurement. Je bouillonnais, j'étais mais vénère, hem et je pense qu'il le disait aussi un peu pour me terminer et aussi pour me réconforter un peu dans un sens, à mon sens, avec le recul. Mais au fond de moi, j'étais frustré, en colère, et j'avais le seum dans un point incroyable et je vais, le voir, je lui serre la main, je le regarde dans les yeux et je lui dis: «Écoutez-moi bien, heu, la prochaine fois que je me bats contre Maxime, je vais le battre et on verra ça à la rentrée. On va voir ça. On va voir ça si je peux jamais le battre». Il a souri, un peu gêné de tant d'assurance de mon côté et là, je peux vous assurer que j'étais dans un mood où, genre je lui serrais la main et il y avait aucune autre possibilité sur terre que ça se passe pas comme je l'ai dit, quoi. J'étais tellement sûr de moi que j'allais mettre tout ce qu'il fallait en place pour y arriver que, il pouvait y avoir une bombe nucléaire que j'étais sûr que j'allais continuer mon entraînement pour réussir à le défoncer, quoi. Hem mais je pense qu'au fond de lui, il se disait: «OK, bah, c'est un petit gars, il va pas être sérieux avec ce qu'il dit, il va pas, il va pas le faire, quoi. Il va pas bosser pour, quoi». Hem et concrètement, ce que je refusais à l'époque, c'est de voir cette défaite comme une fatalité et que je pouvais rien y faire, quoi, que j'étais pas libre de changer un peu ma destinée, finalement. Et donc on va entamer le deuxième chapitre qui est le chapitre de la transformation. Donc ça, c'était à la fin de la saison. Donc ça devait être en mars, quelque chose comme ça et ensuite je savais qu'en octobre d'après, je le réaffronterais puisque c'était, à peu près octobre-novembre, c'était le départemental. Hem Et donc après cette défaite humiliante, c'est le moment où j'ai commencé à m'entraîner comme un chien. J'avais ma target, j'avais mon némésis et là, en fait, j'avais plus aucun mal à m'entraîner. C'était ce moment où je le dis, des fois sur certains réels, c'est, des fois quand j'ai une cible à atteindre, une cible à abattre, je n'ai plus aucun problème pour m'entraîner. Ça me coûte aucun effort parce que j'ai un objectif qui est tellement fort de revanche qu'en fait, c'est même plus un sujet, quoi. Et donc pendant tout l'été, je me rappelle que je savais pas m'entraîner à l'époque, je connaissais rien en prépa physique. J'avais acheté un bouquin de Christophe Cario d'ailleurs, que je vais probablement bientôt interviewer, je vous fais un petit spoil. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des cofondateurs de la marque NutriPure, de compléments alimentaires et surtout, en fait, il est multiple champion du monde de karaté artistique et c'est une personne qui a écrit des ouvrages remarquables sur la préparation physique, notamment sur la pliométrie et l'explosivité, enfin que je trouve absolument, spectaculaire. Donc je serais honoré de pouvoir l'interviewer. C'est une aparté encore une fois. Et donc, tout ça pour vous dire que tous les jours, je m'entraînais. Un jour sur 2, j'allais courir, sur des longues distances
et la préférence sur la pointe des pieds parce qu'on bossait beaucoup les mollets et donc parce que c'est le muscle qui te permet d'être explosif. Parce que c'est le seul muscle qui peut te permettre de te porter tout ton poids, hein, l'air de rien. Quand vous mettez sur la pointe des pieds, en fait, vous portez tout votre poids. D'accord. Et deuxième chose, j'allais un jour sur deux, soit au dojo, faire des sessions de pliométrie, donc de saut, de tout entraînement à base de saut et de rebond pour développer l'explosivité, comme c'est à la touche. Le premier qui touche à gagner, encore une fois. Et soit j'allais me faire des techniques de karaté, etc. J'allais au dojo pour m'entraîner, quoi, concrètement. Et donc, je passais évidemment des heures à perfectionner mes techniques. Je travaillais sur les points faibles, je renforçais mes points forts. Et en fait, j'essayais même pas d'être meilleur en karaté. J'essayais d'être meilleur pour battre cette personne. Ça veut dire que je savais qu'il allait me mettre des coups de pied à la tête. Je connaissais ses spéciales, son coup de pied Mawashigiri ou Mawashigiri qui passe dans l'autre sens, pour ceux à qui ça parle. C'était son spécial et je bossais que pour contrer ce truc-là. Et je savais en fait que ça allait arriver, donc je devais développer mon œil pour arriver à voir ce truc-là. Il me fait une feinte, ok, bah je sais par où il part en fait. Comme l'équipe de France qui va affronter l'Argentine et qui fait des replays de matchs de foot pour savoir exactement les combinaisons que les joueurs sont en train de faire, etc. Et ben en fait, moi je me faisais ça. En fait, dans ma tête, je connaissais cette technique-là par cœur. Je savais exactement tout. J'avais tout intellectualisé. Je savais exactement ce qu'il allait déclencher, comment il allait se battre, les contres qu'il allait mettre, etc., etc. J'ai tout intellectualisé. Je bossais pour le battre lui. Et tous les entraînements que je faisais hors de cette période-là, c'était pour le battre. Et même, en fait, j'avais à cette période-là pas trop d'objectifs nationaux au karaté. Et je disais ouvertement qu'en fait, mon seul objectif, c'était de le battre lui. Qu'une fois que j'aurais battu cette personne-là, j'arrêterais le combat. Et c'est comme ça, en fait, dans cette perspective-là, que j'ai arrêté de faire du combat, que je me suis reconcentré dans la deuxième partie de ma vie de karatéka sur du kata, que j'ai beaucoup plus aimé. Le kata, c'est un enchaînement de techniques dans le vide codifié. Je vous laisserai regarder, c'est assez impressionnant à vitesse réelle. Bref, donc tout l'été, bam bam bam, je m'entraîne un jour sur deux, ça tabasse, je m'entraîne, je bosse, je prépare à affronter cette personne-là et il se passe aussi un phénomène, c'est que comme je m'entraîne plus, je perds beaucoup de poids. Il continuait lui à m'écrire sur MSN, il me parlait de ses entraînements, nanana, des nouvelles techniques, etc. Qu'il allait gagner la coupe, les championnats de France de je sais plus quoi, What Are You, etc. Et en fait, tout le temps, je visualisais le prochain combat, enfin, tu vois, j'étais vraiment dans cette optique-là de je vais bombarder en fait cette personne et je la mentalise et je m'en fais une cible à abattre, quoi, concrètement. J'arrive au tournoi de rentrée en octobre, du coup, et j'ai perdu quelque chose comme 6-8 kilos dans un truc dans le genre. Je suis toujours dans la même catégorie de poids, donc c'est limite, mais j'étais dans la tranche haute de la catégorie de poids, je passe dans la tranche basse de la catégorie de poids. Et pour une fois, on n'est pas ensemble au premier tour. Donc, on fait chacun nos combats de notre côté, on arrive en finale l'un contre l'autre. Et là, mes potes, je me rappelle, j'avais mes 2 potes que j'avais mis au karaté. Et là, ils me disent bah, bon courage parce qu'ils avaient vu les tours précédents de ce personne-là. Moi, je fais pas un karaté champagne, c'est-à-dire que je gagne par 1 point, 2 points en mettant des contres, etc. Mais j'ai jamais eu un karaté hyper exceptionnel, spectaculaire ou avec des gros coups de pied, retourner, sauter. Enfin, c'est pas moi mon style de combat. Mon style de combat, c'est plutôt du contre, du contre-temps, du timing, etc., de l'explosivité sur du coup de poing, etc. Euh, et, euh, et lui, par contre, il met des coups de pied dans tous les sens, blablabla, karaté stylé, ni champagne, etc. Comme karaté champagne, comme on appelle ça. C'est-à-dire que c'est stylé, sa manière de se battre. Encore une fois, inné versus acquis. Euh, et, euh, et donc, on arrive en finale ensemble, l'un contre l'autre. Évidemment, ambiance électrique. On s'échauffe chacun de notre côté. Mais mon professeur, Bruno, qui me donne des conseils, qui me rappelle sur les points sur lesquels je dois me concentrer. Et là, commence le combat. Commence le combat et plus personne ne parle. Alors, je sais pas si c'est dans ma tête ou pas, mais je crois pas. Parce que c'était un des derniers combats de la journée aussi, donc c'était vraiment l'apothéose finalement. Je monte sur le tatami, tout le monde nous regarde, silence dans le combat. Et là, Maxime en face de moi, j'ai mon regard de tueur et je me dis, ok, là c'est le moment. Et vous voyez, c'est ce moment-là où j'ai des frissons rien que d'en parler. Il y a ce moment-là où en fait, tu es stressé avant le combat et t'arrives. En fait, tu es en total état de flow et tu sais exactement ce que tu as à faire. Et tu ne te poses même plus une seule question sur comment tu vas le faire, mais t'y vas, quoi.
et ton corps, il bouge tout seul et tu contrôles rien, en fait. Et ce qui se passe, c'est évident. Tu ne calcules pas, tu te dis pas: «Je vais mettre un coup de pied, je vais mettre un coup de poing», c'est il se passe le truc et tu contrôles rien et tu peux que constater qu'il se passe des trucs et c'est insane, en fait. Et donc le combat avance, tanana, les mouvements fluides, précis et cetera. Je contre les coups de pied que j'avais anticipés. Je sais exactement, j'anticipe ses attaques et le truc se passe exactement comme j'avais pensé dans ma tête. Il met sa feinte, je la bloque et cetera. 1 point chacun, 2 points chacun, ça les points montent et cetera et il me met je suis un tout petit peu devant, il me remonte au point, on est à 2-1. Il me remonte au point sur les, 30 dernières secondes. On finit à 2-2. Le combat s'arrête, prolongation. Là, j'ai le seum dans ma tête, je me dis: «Putain, prolongation, il y a de la presse», et cetera et cetera. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a toujours été habitué à mener ses adversaires, donc il supporte très mal la pression psychologique. Il supporte très, 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 très mal le fait d'être derrière au point. Parce qu'il est toujours habitué à être devant et à gagner, en fait, ses combats, et donc c'est quelqu'un qui panique, vite quand il n'est pas au point et en tout cas, il pète un câble parce qu'il se dit que c'est pas normal, en fait. Et sur certains points, du coup, je me dis que c'est probablement un top performer. Et donc, prolongation, tac, 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 on y va. Et là, on attend. Paf, 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 on rebondit. On se regarde dans le coin de l'œil et tout. Il se passe rien et tout. On prend des pénalités chacun respectivement, parce que, on est trop passif en fait. Et il reste 30 secondes, hein. Et 30 secondes sur un combat de 3 minutes, 30 secondes, c'est extrêmement, extrêmement long. Tu as l'impression que ça passe en 2 secondes, hein. Ça passe le temps ralentit en fait dans ces moments-là. Ça passe à une vitesse, qui est extrêmement longue. Tu sais plus, par quel bout, t'y prendre, en fait. Et là, on se regarde et tout. Je recule, il essaie d'avancer, je recule, je me prends une pénalité de sortie de tatami parce qu'il y a des zones à délimiter qu'on n'a pas le droit de sortir. Donc je sors et tout. Je veux pas ressortir une deuxième fois parce que sinon je prends un point de pénalité. Et donc il met la pression pour que je sorte. Le temps passe, le temps passe, le temps passe, et là, je me dis: «OK, en fait, on est égalité et je vais probablement perdre sur décision des arbitres parce qu'il a été plus offensif que moi». Comme je suis pas un attaquant, je suis plutôt un contreur. La décision finale des arbitres, si on est à l'égalité, c'est de dire, lequel a été le plus offensif et donc ça aurait été probablement lui qui aurait gagné. Et là, je me dis: «OK, là, il faut que je sorte mon spécial». J'ai un spécial, j'en ai un seul. C'est le coup de pied de la jambe droite au niveau du buste. Si ce coup de pied passe, ça me fait marquer 2 points. On est à parfaite égalité, donc ça me fait prendre 2 points d'avance sur lui. Ce coup de pied-là, je l'avais bossé. C'est le coup de pied que j'ai le plus bossé de ma vie, en fait. Et pourquoi j'ai bossé en particulier ce coup de pied-là? On est parti en Sicile avec mes parents, un été et je suis tombé avec un entraîneur hyper, de karaté du coup, de mecs qui sont hyper haut niveau en équipe internationale et cetera. Et il m'avait entraîné du coup, alors que j'étais en vacances là-bas, hein, rien à voir, par hasard. Il m'a dit: «Ce truc-là, ce coup de pied-là, tu as un talent sur ce truc-là, il faut que tu le bosses parce que tu as une explosivité de ouf sur cette jambe-là». Et donc j'avais bossé forcément et ça m'avait vraiment mis en confiance. Et là, je balance mon spécial, coup de pied au buste et décision de l'arbitre, je prends le point. Il reste 5 secondes, il reste 5 secondes, le combat repart. 5, 4, 3, il se passe rien. Le combat s'arrête et du coup, je suis déclaré vainqueur du combat. Et il se passe un truc dans ma tête. L'émotion devient exceptionnelle, ça me submerge complètement. Je deviens le gagnant de ce combat contre Maxime. On se regarde ensemble, on va se serrer la main, se saluer et se serrer la main et je l'embrasse. Je lui dis merci pour ce combat parce que comme j'ai toujours dit dans mes interviews, heu, au karaté, pour faire du bon karaté, il faut, en face, avoir un partenaire et pas un adversaire. Si tu as un mauvais partenaire en face de toi, tu peux pas dérouler des bons combats, des bons karatés, tu peux pas faire des bonnes choses, en fait. Il faut avoir du répondant en face de toi pour faire des belles choses. Et donc, en fait, je lui dis merci et je me mets à chialer et je vais dans les vestiaires. Il y a ma mère qui est là, il y a mes potes qui sont là et là, je m'effondre en larmes. Je m'effondre en larmes parce que je me rends compte que je viens de prendre la plus belle leçon de toute ma vie. Et en fait, il y a plein de choses qui sont repassées, dans ce moment-là dans ma tête. Je me suis dit: «OK, en fait, ça y est, le temps, ne ralentit plus, tout repart et cetera».
Je prends un vrai shot d'hormones dans tous les sens. Je pleure à chaudes larmes pour être tout à fait clair. Et je me revois en fait à partir le matin en train de courir, à avoir froid, à bosser comme un chien contre ce sac, de frappe, à répéter mes enchaînements et cetera et cetera. Je me revois faire tout ça et je me dis: «Putain, mais en fait, 1 le travail paye et 2 en fait, je c'est cool d'avoir la niaque, c'est cool d'avoir la dalle, c'est cool de se dire que je suis un battant, en fait» et je suis un putain de battant sur ces aspects-là, quoi et tout dans ma vie, professionnelle, dans ma vie, quel que soit, en fait, le contexte qui a été dur dans ma vie, ça je me suis toujours rappelé ce combat comme un élément, heu, fondamental, fondateur de ma vie. Parce que quand tu as, rencontré ce truc-là et quand tu as surmonté ce truc-là, heu, tu peux remonter n'importe quel projet ambitieux, n'importe quel truc, on te dit que tu es un malade, que tu y arriveras jamais, n'importe quelle situation, complexe, hem, tu l'as la tu te rappelles du truc et tu te dis qu'en fait, tu as battu Maxime et que tu vas être capable de le faire, quoi. Ça m'a évidemment aidé à ne pas abandonner, à persévérer dans les moments compliqués parce qu'on en a tous et ça m'a aussi, évidemment fait appris l'importance de l'état d'esprit, de ce côté, où tu as le mental qui est un outil complètement surpuissant, qu'il faut croire en toi et en fait que tu as aucun intérêt de pas croire en toi parce que fondamentalement, c'est le truc le plus intelligent que tu peux faire que de croire en toi et que tu es capable en fait et qu'il y a aucune raison que tu le fasses pas et que peu importe, le point de départ de chacun, peu importe les prédéterminations, les prédispositions, génétiques, sur des éléments comme ça où, tu vois, on n'est pas non plus à du championnat du monde, le championnat olympique où peut-être la génétique a une part plus importante dans la réussite. En fait, il y a aucune raison. Si tu es pas sûr à 100 que c'est impossible, alors ça vaut le coup de tester d'y arriver. Si tu es pas sûr à 100 même si tu es sûr à 99, c'est pas pareil. Si tu es pas sûr à 100 que tu peux pas y arriver, alors faut le tester et tu as aucun intérêt à ne pas le faire. Parce que le pire truc de Puis c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais le pire truc que tu peux faire, c'est d'arrêter avant d'avoir réussi. C'est ça l'échec, en fait. C'est juste de pas tenter, en fait. C'est de se dire que tu abandonnes avant d'avoir testé, quoi. Hem et je sais pas ce que ça aurait fait si j'avais pas battu Maxime. Mais au fond de moi, j'étais persuadé que je finirais par le battre et du coup, j'ai arrêté le combat après ça. Je me suis reconverti sur du kata, du coup, comme je vous l'ai dit, parce que ma mission, en fait, elle était accomplie, quoi. J'avais atteint mon objectif. J'avais atteint mon objectif ultime en tant que karatéka. J'avais prouvé à tout le monde que j'avais réussi et comme vous pouvez vous en douter, je suis allé le voir monsieur Rivas. Je suis allé le voir monsieur Rivas et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit: «Oui, mais ce dernier coup de pied là, il aurait pas dû compter, ça il devait pas passer, les arbitres, ils auraient pas dû le compter» et en fait, là, j'ai senti à quel point j'avais pris le dessus parce qu'il puait la défaite. Parce qu'il avait un seum infini pour son élève, mais surtout, en fait, il avait le seum infini, j'ai raison. Parce qu'il avait un ego qui était surdimensionné, et que j'avais réussi, en fait, à relever ce défi-là. Et ça veut pas dire, en fait, que Maxime, je l'aurais battu à tous les combats, par la suite, que j'étais devenu plus fort que lui. Mais à ce moment-là, sur ce moment précis, sur ce moment où j'étais complètement dans le flow, où je savais exactement ce que je devais faire, dans cette date précise, j'ai été plus fort que lui. Alors aujourd'hui, je suis 1 million de fois reconnaissant pour la vie, en fait. J'ai de la gratitude immense pour la vie de m'avoir, permis d'atteindre ce truc-là, de m'avoir fait rencontrer cette épreuve-là, d'avoir permis de surmonter cette épreuve-là. Parce qu'évidemment, peut-être qu'en fait, ma vie, elle aurait été complètement différente si j'avais pas, battu Maxime à ce moment-là, si je l'avais pas battu du tout, en fait. Peut-être que la vie aurait été complètement différente, mais en fait, je vous ai déjà parlé de mon grand-père, et d'ailleurs, toutes les personnes comme ça, qui sont dans mon entourage, mais notamment, je pense, mon grand-père et mon grand-oncle, c'est des bonnes personnes qui c'est des guerriers, en fait. Et en fait, c'est des personnes, une fois qu'ils ont un truc en tête, ils vont mettre en place tout ce qu'il faut pour réussir le truc. Tu as une niaque, une envie, une énergie, une dalle de fou
un instinct de revanche, de se dire: «Putain, en fait, je vais y arriver, quoi. Putain, en fait, ça va le faire. Il y a aucune raison que ça le fasse pas, quoi». Et et tu un battant, quoi. Et je me rappelle le soir, je suis monté dans ma chambre, je suis dans mon lit en train de me coucher, quoi, pour dormir. Et je me rappelle mon père qui vient me voir en bas de l'escalier et qui me dit: «Tu vois, t'es exactement comme ton grand-père. Là-dessus, t'es comme lui, quoi. T'as la dalle et il y a quand t'es lancé sur un truc, il y a rien qui peut t'empêcher d'avancer». Et ça, c'était une sacrée leçon, comme vous pouvez comme vous pouvez vous en douter. Alors voilà mes petites beautés. Je voulais vous parler de ce combat parce que, c'est l'histoire du combat qui a changé ma vie. J'espère que je vous avais dit ce récit digne d'un shonen, vous a touché, vous a inspiré et peut-être qu'il vous a même donné envie de relever vos propres défis. Chacun ses défis. Comme dirait, le fameux Inoxtag, d'ailleurs je vais faire un réel pour, réagir aux haters de ce truc-là. Chacun son Everest. En repensant à cette expérience, évidemment, il y a des trucs qui ressurgissent, de mon côté et je réalise à quel point elle a été riche d'enseignements, riche en apprentissage, riche en leçons d'humilité aussi parce que, bah, ça part quand même de beaucoup de défaites. Et évidemment, c'était pas simplement qu'un combat sur un tatami, c'était une métaphore de la vie. Si je peux vous laisser un seul message, c'est celui-ci, c'est celui que je vous ai dit juste avant. C'est de laisser, alors c'est peut-être un peu de la psychologie de comptoir et je vous préviens, ça va vous sembler un peu bateau, mais vous laissez jamais aucun obstacle vous décourager. Euh, Vous laissez jamais personne vous dire ce que vous avez le droit de faire, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez ne pas faire. Ne laissez jamais personne vous dire les choses comme ça. Croyez en vous et encore une fois, les autres qui doutent de vous, ça doit être votre plus grande force pour vous en écarter. Le talent, c'est bien, mais comme l'a dit la citation, beaucoup de travail, bas le talent si le talent n'est pas mis à la disposition du travail. La persévérance, la détermination, c'est ça en fait dont on a besoin aujourd'hui et qui manque cruellement à aujourd'hui. Avant de conclure, je voulais aussi, vous exprimer ma plus grande gratitude parce que ce genre d'épisode-là, si vous êtes encore là, quand je parle, c'est qu'en fait, vous y voyez quand même, un intérêt, particulier, une valeur et en tout cas, je pense que c'est que vous m'aimez bien. En tout cas, vous aimez bien les histoires que je vous raconte parce que c'est une histoire qui est très personnelle et que je pense que vous pouvez, la copier-coller sur, pour, trouver des apprentissages de votre côté aussi. Hem Et donc je voulais vous remercier énormément en fait, parce que c'est pas anodin pour moi, votre soutien que je reçois tous les jours sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça compte. Vous pouvez pas imaginer à quel point, soutenir mes projets, je pense à Système Diète, je pense à n'importe quoi, ça m'aide énormément à rester motivé dans ces aventures, dans ces épisodes. C'est pas, tout rose, le podcasting. C'est pas, je pense, le truc le plus simple dans le faire lancer un format long, qui est contre en fait, le format court qu'on peut voir sur TikTok, Instagram et cetera. C'est pas simple de développer une personal brand aussi, aujourd'hui parce qu'il y a tous les indicateurs qui me font dire que c'est un mauvais projet parce qu'en fait, c'est un gouffre financier pour moi. Mais en fait, tous vos messages de, «J'ai mis ça en place», de «PE, tu m'as motivé à faire ça», de «J'ai réussi à parler à mes parents», «J'ai renoué avec, ma grande sœur avec qui je parlais pas». Tout ça, en fait, tous ces messages-là, ça me donne une énergie, inépuisable, en fait et vous pouvez même pas imaginer à quel point ça me met du sens dans ma vie de tous les jours et dans les choses et dans ce que je fais, en fait et donc pour ça, merci infiniment. Évidemment, si cet épisode, ça vous a plu, ça vous a inspiré, si vous a apporté, je sais pas, de la motivation ou quoi que ce soit, un apprentissage, quoi que ce soit. Si vous êtes reconnu dans le petit garçon qui se prenait des 8-0, en qui personne ne croyait, qui était, dans la tourmente, parce que découragé, démoralisé, parce que c'était dur en fait la vie et parce que en fait vous avez pas de capacité, innée de votre côté. Si vous aimez, les histoires un peu à la Naruto ou One Piece, qui sont les shonen légendaires, bah, écoutez, partagez cet épisode, à une personne à qui ça pourrait parler, que ça pourrait aider. Parce qu'il
il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'aujourd'hui, PE, c'est un robot qui est hyper bien organisé, qui est un top performer, qui a tout le temps envie de s'entraîner, qui s'entraîne, qui fait ses plein de projets, blablabla, qui fait plein de trucs. Mais en fait, à l'origine, moi, j'ai rien de d'inné, en fait. Je suis un être humain comme vous, et j'ai mes moments de faiblesse et j'ai mes moments de gloire aussi. Mais j'ai rien de. Tout ce que j'ai créé, en fait, je le dois qu'à moi-même, évidemment à mes parents, à l'éducation que j'ai reçue, etc. Mais en fait, ça a été tout fait à la sueur de mon front, quoi. J'ai rien de plus que vous, quoi. Et donc, mon message derrière ça, c'est que comme j'ai rien de spécial, comme je suis pas plus intelligent qu'un autre, comme je suis pas plus beau qu'un autre, comme j'ai rien de plus qu'un autre, et ben, si moi je l'ai fait, il y a aucune raison que vous le fassiez pas. Il y a aucune raison que ça passe pas. Donc, tout ce que je peux vous dire là, c'est croyez en vous, même si ça vous semble complètement fou, même si votre entourage vous dit que c'est n'importe quoi, il y a aucune foutue raison de ne pas essayer, en fait. Et si vous persistez, il y a aucune raison que ça marche pas. C'est impossible que ça ne fonctionne pas. Le pire truc que vous pouviez avoir, c'est vous dire, vous êtes sur votre lit de mort et vous dites: «Putain, si j'avais su, j'aurais fait plus». Ça, c'est la pire angoisse que vous devriez avoir. «Putain, si j'avais su, j'aurais fait plus», quoi. Et c'est trop tard. Donc, même si personne vous encourage, même si, il y a tous les éléments qui sont contre vous, mais que vous avez la boule au ventre et vous vous dites: «Putain, faut que je fasse ce truc-là», et bah, lancez-vous, bordel de merde. Lancez-vous. Et c'est ça mon message aujourd'hui. Et merci de me soutenir, merci de m'envoyer des messages. Et avec plaisir de vous aider là-dessus, plaisir de vous aider à avancer sur tous vos projets, plaisir de parler avec vous. Et demain, je prends un rendez-vous de 15 minutes pour faire un coaching, un entretien recrutement, parce que vous avez besoin et je suis là pour vous. Et il n'y a pas de sujet. Je débloque du temps pour vous alors que mon agenda il est complètement fou. Et je m'en fous en fait, parce que on est une équipe, on avance sur les projets, on avance ensemble. Et, et voilà quoi. Je vous fais un gros cœur avec les doigts. Pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, encore une fois, partagez l'épisode, mettez tout ce que vous voulez, des likes, des étoiles, etc. Je vais pas vous redire tout à la fois parce que c'est pas le sujet de l'épisode, mais ça compte énormément évidemment pour avoir des nouveaux invités, pour pouvoir développer cette chaîne, ce podcast, assurer la crédibilité, etc. Donc voilà, si ça vous a apporté quelque chose, envoyez-le à un petit pote à vous. C'est encore une fois à 50%, les podcasts sont découverts par le bouche à oreille. Et on est 10 000 à écouter par mois. Donc si on passe à 20 000 le mois prochain, parce que vous partagez à une personne, ou dans 2 mois, c'est top. Je vous embrasse. Passez une excellente semaine. Je vous kiffe. C'était PE. Ciao.